Bonjour, je m'appelle Sally Kokomofouene, je suis professeur à l'Université de Chicago et pour cette année académique, chercheur en sciences humaines au Collégium de Lyon. Aujourd'hui, je propose qu'on réexamine la diffusion de l'anglais autour du monde et qu'on essaie de déterminer s'il est justifié de s'attendre à ce que les conséquences de cette propagation soient les mêmes partout. Nous réexaminerons d'une façon sélective l'histoire du monde à partir du XVe siècle du point de vue de la colonisation. Cette approche nous permettra de déterminer s'il y a raison de craindre que l'anglais devienne la langue globale parlée par tout le monde comme leur seule langue. Nous allons commencer avec une distinction qui est importante au reste de la discussion entre les fonctions vernaculaires et véhiculaires d'une langue. En bref, une langue est utilisée comme vernaculaire lorsqu'elle est parlée au jour le jour et dans des contextes familiers, particulièrement en famille et avec ses proches. Une lingua franca ou une langue véhiculaire est une langue que l'on utilise dans des situations où les interlocuteurs ne partagent pas le même vernaculaire et doivent se servir soit d'un de leurs vernaculaires, soit d'une autre langue d'une tierce partie pour établir la communication entre eux. Ceci se fait particulièrement dans des situations d'échange, la traite, le business, les interactions internationales ou le cercle académique, pour autant qu'on a besoin d'une langue pour établir ce pont. Cette distinction entre fonctions vernaculaires et véhiculaires nous permettra d'expliquer pourquoi l'anglais n'a pas évolué de façon uniforme au cours de sa propagation et comment l'évolution en fait varie d'une colonie à l'autre selon le régime de colonisation. Pour ce qui nous concerne, tout commence au XVe siècle, alors que l'Europe ressort de 7 siècles de domination arabe que nous allons réinterpréter comme une forme de colonisation. L'hypothèse que la Terre est ronde était alors bien acceptée. Il y avait aussi de nouvelles technologies maritimes qui permettaient aux gens de voyager plus rapidement et plus loin. Les Portugais et les Espagnols, alors les seules puissances maritimes européennes, cherchent à contourner les Arabes à la recherche des marchés des épices. Les deux puissances commencent par établir des comptoirs de traite, surtout pour le négoce entre pairs, et puis commencent des colonies de peuplement. Le long de leur route maritime, les Portugais utilisent leur langue comme lingua franca dans leur traite avec les populations locales autour de leur comptoir le long de la côte de l'Afrique, de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Le portugais deviendra en effet une langue diplomatique qui est utilisée jusqu'au Japon, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pour des raisons écologiques ayant trait au climat, à la végétation et à d'autres facteurs géographiques, les Portugais, les Espagnols et plus tard les autres puissances coloniales européennes développent des colonies de peuplement aux Amériques, c'est-à-dire de nouveaux domiciles hors Europe. Leur intérêt en Afrique et à l'Asie se limite à développer des colonies de traite. C'est au XVIIe siècle que les Anglais, en même temps que les Français et les Hollandais, s'intéressent à l'entreprise coloniale. Ils vont alors convoiter les colonies portugaises et espagnoles. Commençons avec le Nouveau Monde, où les Anglais vont convoiter des colonies espagnoles, notamment aux Caraïbes et en Amérique du Nord. Quant à l'Afrique et à l'Asie, ils vont convoiter les colonies de traite portugaises où le portugais sert de lingua franca. Dans le cas de l'Amérique du Nord, les Anglais vont désormais
établir des colonies de peuplement, notamment en Virginie, en Nouvelle-Angleterre, en Pennsylvanie, dans les Carolines et en Géorgie. Celles-ci vont pérenniser l'occupation anglaise, ce qui va changer la composition démographique de l'Amérique du Nord. Dans ces colonies de peuplement, l'anglais va s'imposer comme vernaculaire aux dépens d'autres langues, notamment des langues européennes, africaines et plus tard des langues amérindiennes. Soulignons cependant que les Européens qui étaient économiquement indépendants étaient parmi les derniers à l'adopter comme vernaculaire. Entre-temps, l'Angleterre et les autres puissances européennes s'intéressent à l'Afrique et de même l'Asie pour développer des comptoirs de négoce qui a déjà pris des dimensions de traite esclavagiste. L'intérêt à l'Afrique et à l'Asie s'intensifie après la Révolution américaine, quand plusieurs anciennes colonies des Amériques réclament l'indépendance, alors que la révolution industrielle augmente le besoin de matières premières. Il devient alors nécessaire pour l'Europe de coloniser l'Afrique et l'Asie sur un autre modèle, celui de la colonisation d'exploitation, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler les territoires conquis politiquement, économiquement et même militairement afin de s'assurer le monopole des matières premières dans l'intérêt de la métropole. En 1885, au traité de Berlin, les puissances européennes se partagent l'Afrique et le reste du monde pour la colonisation d'exploitation. On doit faire exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui avaient été colonisées sur le modèle de peuplement par l'Angleterre peu après la Révolution américaine. L'Empire britannique devient alors la puissance coloniale la plus importante du monde, surtout si on tient compte du fait que les Anglais venaient de confisquer une bonne partie de la Nouvelle-France en Amérique du Nord. L'anglais se répand alors automatiquement, devenant le vernaculaire principal dans toutes les colonies de peuplement, donc en Amérique du Nord, aux Caraïbes, en Australie, en Nouvelle-Zélande, sans oublier les îles Falkland ou Malouines. L'anglais devient aussi la lingua franca dont doivent se servir les auxiliaires coloniaux dans les colonies d'exploitation. Il faut souligner que ces auxiliaires ne se servent pas de l'anglais comme vernaculaire et cette différence est importante. Jusqu'ici, nous n'avons pas parlé de pidgin anglais qui commence à émerger au XVIIIe siècle et qui petit à petit remplace le portugais comme langue de négoce. Après tout, les pidgins anglais peuvent être considérés comme de nouvelles variétés d'anglais, semblables aux créoles qui émergent dans les colonies des Caraïbes. Ce que les créoles et les pidgins anglais ont en commun, c'est surtout le fait d'avoir émergé à partir des interactions où l'anglais non standard était d'usage. Une différence importante entre les créoles et les pidgins est que les créoles ont émergé dans des colonies de peuplement où l'économie est basée sur les plantations et où la main-d'œuvre servile non européenne constitue une majorité écrasante, isolée de la population européenne. Ces conditions favorisent la divergence structurelle de l'anglais parmi ces nouveaux locuteurs qui l'ont approprié comme leur vernaculaire. Les pidgins, eux, ont commencé comme lingua franca dans des comptoirs de négoce où les contacts entre les Anglais et les populations locales étaient sporadiques. Mais certains d'entre eux ont évolué jusqu'à devenir des vernaculaires comme au Nigeria, au Cameroun et en Papouasie. Donc, et les pidgins et les créoles pourraient être comptés parmi de nouvelles variétés d'anglais. Après la Seconde Guerre mondiale
et l'indépendance des colonies qui en résulte, l'Empire britannique, ou British Empire, devient le British Commonwealth. Là encore, c'est au travers de l'économie que l'anglais se diffuse, car après tout, le Commonwealth, qui signifie richesse commune, n'est autre qu'une immense zone de libre-échange regroupant les anciennes colonies hors États-Unis, où le Royaume-Uni cherche à maintenir son monopole. C'est aussi le statut de l'anglais comme principal vernaculaire des États-Unis qui, depuis la Première Guerre mondiale, émerge comme la puissance économique et militaire dominante du monde qui va booster la diffusion de l'anglais. Ensemble, le Commonwealth et les États-Unis consacrent l'hégémonie de l'anglais comme lingua franca des échanges, des business, de la science et de la technologie et de la diplomatie à travers le monde. Petit à petit, l'anglais va remplacer le français dans un rôle qu'il a joué depuis le XVIIIe siècle en Europe, dans le cours royal, comme lingua franca de l'élite et de la diplomatie. Mais soulignons que jusqu'au XVIIIe siècle, le portugais fonctionne comme lingua franca de commerce et de la diplomatie, et ce, avant que les Anglais et les Hollandais ne confisquent des colonies portugaises. Alors, doit-on craindre l'émergence d'un anglais mondial, seul vernaculaire, au détriment des langues locales? Pour commencer, la diffusion de l'anglais s'est opérée au détriment de son intégrité structurelle. Ensuite, l'anglais s'est indigénisé, c'est-à-dire il s'est adapté aux écologies de son usage parmi ses nouveaux locuteurs selon leurs habitudes et leurs besoins de communication. Ainsi, quel que soit le mode d'appropriation, le résultat de ce processus est l'émergence de nouvelles variétés d'anglais dans le monde, bien que certaines formes soient considérées moins légitimes que d'autres. Il est donc vrai que l'anglais est devenu le genre de langage universel que le latin était après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Cependant, tout comme le latin, son évolution n'est pas dans la direction d'une langue globale uniforme. Cela est dû à la variation dans les écologies de son appropriation et de son usage. Ainsi, plutôt que de conduire le monde vers un monolinguisme, l'évolution différentielle de l'anglais semble substituer une nouvelle forme de diversité linguistique à la place d'une autre plus ancienne.